Vous citez, je ne sais plus qui, j'ai oublié de noter l'auteur, accélérer le désendettement au moment où la crise écologique et la contestation sociale se font de plus en plus pressantes est un contresens historique. La baisse des recettes fiscales et des exonérations fiscales et sociales, ça coûte plus de 6% du PIB. C'est essentiellement, non seulement entre entreprises, une redistribution entre les entreprises et les ménages, au détriment de l'État, mais c'est aussi un renforcement des inégalités entre les ménages moyens, disons, qui paient des prélèvements supplémentaires, qui ont des prélèvements nets plus élevés, et ceci au bénéfice des ménages les plus aisés qui encaissent des intérêts, puisque ce sont eux qui placent effectivement leur liquidité. Donc il y a effectivement là un danger social qui est renforcé. Et puis d'autre part, sur la question des investissements, vous en avez parlé, l'investissement public, c'est un investissement. Et si on considère la question des générations futures, en fait, les générations futures sont bénéficiaires de l'endettement en quelque sorte, puisque cet endettement qui est payé par les générations actuelles, puisque l'endettement a une durée de vie moyenne de 8 et quelques années, ça permet de mettre en place, si on fait les bons choix, des investissements pour le changement, enfin pour prendre en charge la transition environnementale. Donc il y a un enjeu qui tourne autour des inégalités croissantes et qui crée aussi ce malaise social. Avez-vous des questions ? Merci. Oui, enfin, c'est pas tellement des questions, parce que je trouve que votre démonstration est tout à fait convaincante. C'est plutôt des interrogations générales, pas à vous particulièrement. Premièrement, il y a l'Europe. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il est possible d'imaginer une politique économique de moyen terme commune ? Moi, je pense que c'est illusoire. S'il n'y a pas un despote éclairé en Europe, il n'y aura pas de politique commune. Parce que ce que vous dites, ça appelle ça, c'est-à-dire un centre qui gère intelligemment en fonction des situations des différents pays. Et nous sommes d'autant plus gênés que nous n'avons plus de pouvoir politique en France et que nous vivons grâce à l'euro. Parce que s'il n'y avait pas l'euro, toute une partie de ce que vous racontez ne se serait pas passé comme ça. Bon. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que votre raisonnement, enfin, sauf si pourtant je passe beaucoup de temps à lire les journaux ou les trucs, pourquoi votre raisonnement n'est pas vraiment repris par des forces politiques qui je le regrette, presque toutes racontent des histoires. Voilà, c'est des interrogations. Moi, je suis très à l'aise. Je crois bien d'ailleurs que je ne vais pas acheter le bouquin parce que j'ai l'impression que c'est des choses que j'ai déjà entendues. En tout cas, dans le groupe politique dans lequel je siège et au sein de la gauche, il y a beaucoup de choses qui se discutent, qui sont compatibles avec ce que Jean-Noël vient de nous dire. Moi, j'avais deux interrogations. La première, je suis d'accord avec la démonstration sur la nécessité de réindustrialiser nos pays. Mais en même temps, je crois que j'ai été étonnée que vous n'abordiez pas la question de la production de biens plus immatériels. Que vaut l'effort de recherche ? Que vaut l'effort d'enseignement supérieur, de formation, etc. Par rapport effectivement uniquement à la production de biens primaires ? Et est-ce que ça peut aussi expliquer une partie des difficultés de notre pays d'avoir fait des choix qui visaient à l'érosion de ces moyens dédiés à la recherche et à l'enseignement. Ma deuxième question concerne le vieillissement de la population. On l'a assez peu abordé, sinon tout à la fin. Le vieillissement de la population, son plus grand niveau de dépendance, n'explique-t-il pas aussi une partie des difficultés du Japon, par exemple ? Est-ce que c'est uniquement la structure de la dette qui peut expliquer leurs difficultés, ou bien parce que notre pays va vieillir beaucoup, une bonne partie des pays européens vont vieillir beaucoup aussi. Puis peut-être, si je me permettais une troisième chose, dès la semaine prochaine, on va être confronté à une décision assez lourde, voter ou pas
des crédits supplémentaires pour la loi de programmation militaire et pour effacer certains des trous capacitaires de notre défense. Et est-ce qu'il ne serait pas logique de mettre en place un outil financier permettant aux grosses fortunes et aux très grosses entreprises qui sont les bénéficiaires des situations de guerre ou de crise militaire, plutôt que de demander finalement aux contribuables modestes de financer ces dépenses? On commence par répondre à ces 2 fois 3 questions. Oui, je ne vais pas répondre à tout forcément parce que la question du vieillissement, oui, c'est une... Oui, je ne suis pas sûr que ce soit dedans. Non, il y a des questions que j'ai pas voulu aborder. Déjà, je voulais faire un point assez difficile en termes de données, etc. La question du vieillissement, alors, le Japon, effectivement, il y a... Alors, après, la croissance économique, elle est quand même repartie un petit peu. La bourse est repartie aussi pas mal grâce à l'arrivée d'une nouvelle première ministre. D'ailleurs, que les Japonais élisent une femme première ministre est quand même assez révolutionnaire en soi, parce que c'est un pays quand même assez machiste, faut le reconnaître. Sur l'industrialisation et le... Alors, sur l'Europe, moi je partage un petit peu votre avis sur la difficulté de construire une politique économique unique. Et maintenant, il y a quand même quelques avancées. Regardez quand même ce qui se passe en Allemagne. Je vous rappelle, l'Allemagne a quand même fait sauter, c'était inscrit dans la Constitution qu'il ne pouvait pas être en déficit. Merz l'a fait sauter, c'est quand même la droite qui le fait sauter. Bon, je pense que c'est plutôt bien. Ils savent quand même qu'ils doivent résoudre les problèmes d'une autre façon. Donc je pense que alors, ça va être très compliqué. Ça va être, je pense qu'il manque effectivement des hommes politiques qui a un peu plus de fond et qui a une vraie stratégie. Et je pense qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand on voit ce que fait l'Irlande, le Luxembourg, ça n'a strictement rien à voir. Même l'Italie aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué. Donc moi, je suis un peu inquiet, mais en même temps, il y a une urgence aujourd'hui qui est peut-être que Trump nous rend service là-dessus, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que si on ne fait pas une Europe politique, industrielle, compétitive, on n'y arrivera plus. Et même pour défendre l'Ukraine. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu positif qui va peut-être arriver. Après, sur les engagements politiques, je le dis quand même, j'ai été nommé délégué national à l'économie au niveau du Parti socialiste il y a 10 jours. Bon. Donc je vais essayer de contribuer au projet, etc. Voilà. Oui, je voulais vous interroger sur ce que vous avez dit du fait de effectivement accorder des crédits aussi bien à la transition écologique qu'à la transition numérique. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper. C'est deux choses complètement différentes. La transition écologique, ça va créer des emplois. La transition numérique, ça va en supprimer énormément. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper quand on investit dans certains domaines. Ensuite, j'ai une autre question, c'est j'ai regardé vos courbes depuis Giscard d'Estaing, où on était, je ne sais plus à combien, mais disons 100 milliards, on arrive à 3400 milliards. Donc, le PIB a progressé aussi. Il y a eu la droite, la gauche, il y a eu des économistes, et je ne vois pas où on est maintenant arrivé au bonheur intérieur brut. Parce que j'ai l'impression que les inégalités s'accroissent, que ce soit dans n'importe quelle situation, et en fin de compte, le bonheur s'éloigne. Et donc, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut que vous interrogiez les économistes pour établir un lien entre le PIB et le bonheur intérieur brut. Je pense que ça, c'est très important. Oui, merci bien pour votre intervention, c'était très intéressant.
Et du coup, j'ai deux questions, une toute petite. La première, je suis sur les chiffres, je suis un peu étonné. Vous disiez en 2017, on a à peu près le même niveau d'endettement que maintenant. Or, depuis le Covid, là, autour de 5 ans, d'après ce que j'avais entendu dire, qu'on avait pris pratiquement 33% avec 1000 milliards d'euros en 5 ans, ce qui était énorme par rapport à avant. Donc là, au niveau des chiffres, je ne comprends pas trop. On peut être en 2025 au même niveau qu'en 2017, c'est ce que vous avez montré, mais c'est bizarre. Et sinon, plus profondément sur la question de la dette, quelles sont les causes, après c'est ma question, puis je vais répondre un petit peu en partie, quelles sont les causes de la croissance de la dette? Alors vous avez répondu, je pense qu'en tout cas depuis 5 ans, c'est ce que vous avez dit, je suis d'accord, c'est le manque de... Enfin, on demande moins, on fait des cadeaux aux entreprises, du coup on leur demande moins de cotiser, alors à la fin on s'endette, ça c'est un élément. Il y a un autre élément qui est la question de l'effet boule de neige, qui est avec les taux d'intérêt, qui fait qu'à un moment donné, ça avance sans arrêt, la boule de neige grossit. Le fait qu'on pourrait évidemment rembourser plus pour qu'elle diminue, ça c'est un troisième élément. Et il y a un autre élément dont vous n'avez pas parlé, qui a été évoqué juste avant un peu. En fait, en 1978, il y avait 78 milliards d'euros, je crois que c'était en euros, de dette. Là, en 2025, on est à 3000 quelques, donc ça fait plus que 35 fois, ça a doublé. Alors pourquoi? Et une des raisons, c'est qu'en fait, avant, l'État pouvait emprunter aux banques publiques. Donc on se remboursait à nous-mêmes. Et depuis 1973, donc Pompidou a décidé avec Giscard d'Estaing d'arrêter ce mécanisme. Alors maintenant, on emprunte uniquement aux banques privées, et donc du coup, c'est un puits sans fond qui fait qu'on s'appauvrit. C'est ça qui explique cette croissance exponentielle de la dette. Alors la deuxième raison, un peu moins importante à mon avis, mais bon, c'est la question de la création monétaire. Ça se faisait déjà dans le public, maintenant c'est l'argent public. En gros, avant c'était de 1 à 8, une banque avait 1, elle pouvait prêter 8, donc en fait on les remboursait, c'est même Maurice Allais, le prix Nobel d'économie, qui a dit que c'était un mécanisme de voleur. Quand c'est pour l'État, ça va, parce qu'en fait, on se rembourse à nous-mêmes, les citoyens, mais quand c'est à des banques privées, ça pose un problème. D'où la proposition de beaucoup de dire qu'il faudrait annuler une partie de la dette. D'ailleurs, ça s'est fait aussi pour l'Argentine pendant un temps. Une partie de la dette qui est de ce point de vue-là illégitime. Des fois même elle est pire, elle est des fois considérée comme une dette odieuse dans certains pays en développement, puisqu'ils n'ont pas vraiment, on ne leur demande pas leur opinion dans la mesure où ils sont colonisés en partie. Et notamment elle est illégitime, déjà pour les raisons que je vous ai expliquées, mais aussi parce qu'en fait très souvent elle a été remboursée déjà plusieurs fois, 6 à 8 fois dans certains pays du Sud. Donc en fait, à un moment donné, il faut dire stop, c'est un boulet. Merci. Voilà. Déjà bonjour, je voudrais dire que votre intervention était très bien, elle a été très concise, puis je trouvais qu'elle résumait bien tous les enjeux, une partie des enjeux autour de ça, parce qu'on en entend beaucoup parler, je voulais vous remercier. Ensuite, je voulais remercier l'intervention précédente parce que c'était en partie des points que je voulais aborder, donc mon intervention sera plus courte du coup. Et puis, je voulais savoir aussi, vous avez parlé de l'Union européenne récemment, tout de suite, et les mécanismes, par exemple, la loi par exemple, de 78 qui interdit d'emprunter aux institutions publiques, par exemple, où les traités de Maastricht ont été en grande partie mis en place pour permettre la création d'une Union européenne politique, c'est-à-dire la construction de la zone euro et la construction d'une Europe dite intégrée et à des visées qui sont des visées explicitement fédérales. Moi, je voulais savoir pourquoi faire tous ces sacrifices alors qu'il nous suffirait de sortir de l'Union européenne et d'aller vers des partenaires comme la Chine ou la Russie ou l'Afrique du Sud qui, eux, sont en pleine croissance, alors que la zone euro est une des zones les plus faibles de croissance, et de tout simplement rétablir notre indépendance monétaire afin de supprimer la dette, voire même imprimer notre propre monnaie, battre monnaie, comme on l'a toujours fait, afin de financer les projets industriels, la transition écologique, etc. Voilà, donc je voulais vous remercier. On répond déjà à ces questions? Ouais. Alors, sur la question de l'euro et de sortir, finalement, c'est votre dernière question. Moi, je suis vraiment pas dans cette logique-là, parce que je pense qu'elle serait, d'ailleurs, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à mon avis, elle serait quand même suicidaire. Si on tient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'euro.
Imaginez ce qui se serait passé si on était en monnaie comme le franc. Combien on aurait eu de dévaluation là, vu ce qui s'est passé politiquement. On serait au fin fond de la classe. Enfin, c'est pas possible. Aujourd'hui, on tient, et c'est pour ça que je vais aller dans le même sens pour le non-remboursement de la dette. Je vous ai montré tout à l'heure que finalement, malgré tout ce qui se racontait, on a eu quelques baisses de la note des agences de notation, mais vous avez vu qu'in fine, en fait, les taux ont relativement peu bougé, et quand on voit le spread avec l'Allemagne, qui est quand même assez intéressant, on est revenu à des taux intéressants. Si vous arrêtez de rembourser, il faut bien quand même savoir qu'en face, vous avez d'abord, comment vous allez le faire. C'est-à-dire, on va dire quelqu'un qui a placé de l'assurance vie, vous allez lui dire demain matin, monsieur, c'est fini, votre dette, on ne la rembourse pas. Je pense que là, on ferait un coup, on rentrerait dans ce qu'a fait le Brésil à des moments, l'Argentine, qui ont quand même, c'est quand même des endroits où ces pays-là ont eu énormément de mal. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec cette hypothèse-là. Je sais que ça fait partie des réflexions, hein. Mais moi, je préfère rester dans un cadre actuel. Je pense que l'euro, si on n'avait pas l'euro, on serait, je ne sais pas où on serait, mais on serait certainement pas là. Enfin, on n'en serait pas à cette situation-là. Et par contre, la question après, c'était la première question, mais de développer une vraie Europe politique et industrielle, moi je pense qu'il faut qu'on ait une politique industrielle au niveau européen. Mais aujourd'hui, reconnaissons que ça n'existe pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Après, sur les... C'était quoi les autres questions sur Il y a la question de transition écologique, transition numérique. Oui, alors oui, transition numérique, moi l'IA, j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais j'écris plein de papiers. Si ça vous intéresse, j'écris toutes les semaines sur LinkedIn, si vous voulez vous connecter. J'écris sur les marchés financiers et ça fait 3 mois que je dis que ça va se casser la figure sur l'IA. Pour moi, on est exactement dans ce qu'on avait connu avec Internet dans les années 2000, où c'était du grand n'importe quoi. On a bien vu là Nvidia, qui est quand même le plus gros producteur de puces, ont présenté des résultats extrêmement bons la semaine dernière. Et en fait, ça n'a pas marché parce qu'on se rend compte que, d'abord, même c'est le PDG de Nvidia qui a dit ça, qui a dit, je vais rebondir aussi avec la question en disant ça, que les Chinois seraient bien meilleurs que les Américains. Donc en fait, avec moins d'investissement, aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, mais les dépenses d'investissement sur l'IA aux États-Unis, c'est du grand n'importe quoi, c'est du gigantisme, etc. Donc la Chine travaille probablement à moindre coût et a des résultats qui sont bien vus avec DeepSeek quand ils ont commencé à attaquer aussi un peu Nvidia. Ils vont probablement réussir. Encore une fois, si c'est le PDG de Nvidia qui le dit, je pense qu'il est quand même relativement bien placé pour le dire. Après, sur ce que vous disiez, ça me permet de rebondir sur les accords. Franchement, aujourd'hui, défendre d'aller travailler avec les Russes, moi, ça me semble quand même un peu bizarre. Mais bon, et la Chine, c'est quand même pas le modèle social non plus que l'on veut. Enfin, moi, j'y crois pas. Après, je suis d'accord avec vous qu'on aille rechercher la croissance, mais vous avez plein d'entreprises qui le font. Danone est présent en Chine à un taux de croissance là, sur les 9 mois qui est à plus de 11 à 12% sur leurs activités en produits laitiers. Laissons faire les entreprises, mais après que ce soit des politiques d'État pour aller travailler avec des États quand même qui sont un peu suspects quand même dans plein de domaines. C'est quand même pas eux qui vont respecter les législations du travail, qui vont respecter l'écologie. Enfin, si on est tous là pour dire qu'il faut travailler sur l'écologie, moi, j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Après, je suis d'accord avec vous, hein, sur le numérique, oui, on va perdre des emplois, probablement.
Après, c'est quoi? Vous savez, je lisais un papier il n'y a pas très longtemps, une entreprise sur 10 aux États-Unis utilise l'IA, et une personne sur 20. Donc moi je veux bien qu'on en fasse tout un tabac aujourd'hui, mais est-ce que ça va vraiment... enfin, on ne sait pas exactement où on va aller dans ce domaine. Je pense qu'il faut être présent quand même, parce que vous ne pouvez pas être absent de ça, mais attention, regardez par exemple sur Internet, on a tous oublié ça. Les entreprises qui étaient sur Internet dans les années 2000, est-ce que vous pensez qu'elles ont passé le cap? Pratiquement aucune. Regardez, à l'époque, on nous disait Messier, c'était le grand champion. Qu'est-ce qui est devenu Vivendi? Zéro. Qu'est-ce qui est devenu Alcatel? Même France Télécom, tout ça, c'était des valeurs qui étaient des valeurs Internet. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, moi, j'ai peur que l'IA aussi, les représentants de l'IA aujourd'hui qui sont présents, est-ce qu'ils vont être là dans 5-6 ans? Je ne mettrai pas ma main au feu. Il y a une question sur la loi de programmation militaire, quel outil financier? Ah oui, la loi de programmation militaire. Bonne question. Alors là, moi, j'ai pas de réponse. Moi, je vois pas comment alors, je sais qu'il y a eu une proposition. Alors, je sais pas qui a sorti ça C'est un sénateur. C'est un sénateur socialiste. Ouais. Bon. Oui, qui a proposé donc de capter l'argent des plus riches et de les bloquer pour 7-8 ans. Et de les rendre après. Oui, c'est d'emprunt forcé, oui, c'est ça. Ouais, moi, ça me paraît quand même assez compliqué. Moi, j'irai pas sur ce volet-là, mais moi, je préfère qu'on augmente les impôts. Enfin, franchement, voilà, augmentons les impôts, mais ne confisquons pas. Enfin, je sais pas, ça me paraît. L'impôt, il est là pour résoudre cette question d'inégalité. Moi, je préfère travailler là-dessus. Remontons les impôts des entreprises, c'est ce que je propose dans mes mesures, surtout celles qui n'investissent pas. Taxons celles qui rachètent des actions, parce que c'est improductif. Allons-y, travaillons là-dessus. Et je pense qu'il peut y avoir un consensus politique sur ces questions-là. Après, aller trop loin. Après, je suis passé aussi, je reprends 10 secondes sur un point. C'est vrai que dans les dépenses publiques, on pourrait aussi exclure, c'est dans ma présentation, mais je suis allé vite, on pourrait exclure les dépenses qui sont vraiment de l'investissement. C'est-à-dire que celles qui donnent un bénéfice futur, puisque c'est comme ça qu'on définit l'écart entre une charge et un investissement. Un investissement, c'est avoir un bénéfice économique futur. Donc normalement, ça ne devrait pas rester ça ne devrait pas être considéré comme une dépense. Si c'est un investissement, c'est quelque chose qui va nous ramener quelque chose. Donc que l'on essaie d'enlever des dépenses publiques ce genre de choses, moi ça m'irait et ça serait plus cohérent. Moi, Anthony, je suis adjoint aux finances à Besançon. Et ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire, puisque j'allais vous interroger sur le lien entre dette publique locale et dette publique nationale, puisqu'on voit que très souvent, lorsqu'on parle de dette publique, on inclut la dette locale, alors que fondamentalement, elle a une structuration différente. Puisque les collectivités locales ne peuvent emprunter que pour de l'investissement. Donc l'ensemble de leurs dépenses de fonctionnement, le quotidien des services publics est financé par leurs recettes qui sont d'ailleurs en diminution, et l'impact fait sur les collectivités empêche les collectivités de continuer à investir dans un certain nombre de services publics au titre de redressement de la dette de l'État. Donc pour moi, il y a un sujet, et je voulais avoir votre perception là-dessus, et la réponse que vous faites sur on pourrait, dans les finances de l'État, distinguer ce qui relève de l'investissement pur et du fonctionnement, me semble être une piste intéressante. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de qui possédait la dette. Moi, je pense qu'il y a un enjeu sur la relocalisation de la dette, y compris de la dette locale. C'est modestement ce qu'on fait lorsqu'on finance un projet local comme la Maison des Femmes en faisant appel à de l'épargne citoyenne du territoire. Vous avez de l'épargne et vous financez un projet où vous savez
ce qu'il en est, et avec les impôts, on sait à qui on paye les intérêts. Ça, je crois que c'est aussi des marges de confiance extrêmement importantes pour la politisation de la dette, c'est aussi redonner confiance dans cet outil. Et puis, j'avais une autre remarque, mais parce que je pense qu'on n'a pas conscience nécessairement de ce que vous expliquiez sur la baisse des recettes et les impacts sur les impôts. On a aussi peu conscience que la première recette fiscale de l'État, c'est la TVA, et qu'aujourd'hui, cette TVA, elle est essentiellement mise à profit pour... enfin, de plus en plus mis à profit pour exonérer des baisses d'impôts. C'est ce qui est en train de se passer sur des histoires comme la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qu'on va compenser avec une part de la TVA. C'est 18 milliards d'euros quand même qu'on va compenser. Donc c'est de l'argent qui était dans la TVA qu'on va amener aux collectivités pour compenser ces baisses aux entreprises. C'est ce qui a été fait avec la taxe d'habitation, 18 milliards d'euros, 80% pour les 10 ménages les plus... 10% des ménages... 80% pour les 10% des ménages les plus riches, et au final, un impact sur le fait que le rendement de la TVA est moindre, et ça crée un trou et ça crée du déficit de l'État. Donc c'était peut-être pour avoir vos éclairages sur cette articulation entre le local et le national, et quelle synergie pour s'en sortir de la situation nationale. Oui, j'ai bien compris que en Suède, le fait de passer de 64% à 48% de taux d'endettement par rapport au PIB avait conduit à un gouvernement de droite et d'extrême droite. Alors je vais poser la question suivante: est-ce que le fait d'avoir un taux élevé d'endettement nous prémunit contre le même résultat? Il y a une autre question là-bas. Oui, je voulais poser une question sur les risques de crise qui résultent de ce qui est en train de se passer. Le premier risque, c'est par rapport à l'IA. Est-ce que l'IA n'est pas en train de construire une bulle spéculative? C'est un petit peu ce que vous avez dit, enfin c'est ce que j'ai compris. Et que cette bulle spéculative, en se cassant la figure, pourrait entraîner une partie de l'économie et provoquer une situation difficile. Puis le deuxième élément, c'est cette financiarisation de l'économie que vous avez décrite avec les rachats d'actions et compagnie qui font grimper les cours de la bourse. Est-ce que c'est pas en train de nous préparer une crise, là aussi? Moi, j'ai une question supplémentaire. L'idée, par exemple, d'utiliser l'impôt pour réduire les inégalités, c'est une approche pertinente. L'idée d'utiliser les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, c'est cohérent aussi. Mais tout ça met un peu en marche une approche aussi du rôle de la Banque centrale. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus arriver à faire en sorte que la Banque centrale européenne aille plus dans le sens du financement public? Alors sur votre problématique, en fait, je suis d'accord avec votre question sur l'articulation locale-nationale, sur la question des dettes, effectivement. L'État se défausse quand même aujourd'hui dans beaucoup de domaines sur les finances locales, en supprimant aussi des revenus, donc ça ne va pas passer. Enfin, je ne vois pas comment on peut solutionner ça. Mais c'est vrai que cette idée d'enlever dans les dépenses, alors c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, mais moi je pense qu'il faudrait arriver à vraiment faire la distinction entre ce qu'on fait d'ailleurs dans les entreprises, comptabilité d'entreprise, vous faites bien une distinction entre les charges et les investissements. Ça ne passe pas du tout dans les mêmes éléments. Et ça, si on faisait ça, évidemment, ça changerait quand même la face de nos calculs d'endettement et de déficit public. Après, voilà, moi je suis complètement d'accord avec ça. Je préfère qu'on aille dans cette direction-là plutôt que de dire, écoutez, ok, maintenant on a 3 000 milliards de dettes, on en est face à 1500 milliards. Parce que ça, je pense que c'est quand même un peu compliqué comme approche. Sur l'IA et sur la crise... alors,
c'est les problématiques des rachats d'actions. Bon, d'abord, honnêtement, les rachats d'actions, enfin, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi vous avez un marché américain qui est relativement élevé. Et je pense que c'est compliqué de ne pas être investi sur le marché américain aujourd'hui, parce que c'est d'abord, vous interrogez, ça a été fait en début d'année, sur le consommateur américain qui est un gros acheteur d'actions, alors que nous, pas du tout, hein, en Europe et en France encore moins. Et nous, on n'achète pas des actions, on achète plutôt de la dette, etc., ou de l'obligataire, mais on n'achète pas des actions. Aux États-Unis, ils achètent que ça. Et en début de l'année, on leur a posé la question, et les taux, enfin, j'avais ce graphe quelque part, mais je ne vais pas le retrouver là, mais on n'a jamais été aussi élevé. Donc vous avez quand même une propension des Américains à acheter des valeurs boursières. Après, ça veut dire que vous avez quand même, il y a toujours une question d'offre et de demande, et vous avez moins d'entreprises, hein, parce que vous avez beaucoup. Le risque d'ailleurs, il est peut-être plus aujourd'hui, pour moi il est pas tellement boursier, parce que s'il y a un risque dans l'IA, bon, vous allez avoir quelques valeurs qui vont sauter comme Nvidia, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez déjà pas mal de gérants qui commencent à sortir, hein, et qui ont décidé même de vendre à découvert des valeurs comme Nvidia, Palantir aussi, qui est une autre grosse société américaine. Donc ça commence, et je pense que c'est des bons gérants, donc je pense que ce renversement-là, il va se faire, mais il va se faire en tendance courte. Par contre, le vrai risque, il est plutôt sur ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire sur ce qui n'est pas coté. Et là, vous avez une masse qui est gigantesque aux États-Unis, mais en Europe aussi. Et d'ailleurs, vous l'avez vu avec les ratios sur les dettes des entreprises, hein. C'est là-dessus que c'est sur ces fonds-là. Et moi, je suis beaucoup plus inquiet du risque là-dessus que sur les risques boursiers. Parce qu'aujourd'hui, les risques boursiers, bon, puis à la limite, l'investisseur, il sait qu'il prend un risque, il est rémunéré pour ce risque, plus ou moins bien, mais il sait qu'il le fait. Et s'il ne le fait pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un peu de technique, mais aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, d'ailleurs, ce qui pose des problèmes aux banques, c'est qu'on achète beaucoup, si vous voulez protéger votre épargne, vous achetez plutôt des produits structurés qui vous garantissent contre la baisse. C'est-à-dire que moi j'ai fait du produit là récemment, j'ai acheté du Carrefour, mais en structuré, donc je gagne 9%. Si le cours est au même niveau dans un an que ce que j'ai acheté en août, je gagne 9%. Par contre, je suis garanti en capital jusqu'à moins 40%. Donc en fait, c'est ce renversement-là qui est en train de se passer. Et en fait, vous avez beaucoup de nouveaux produits qui existent et qui sont plutôt assez intéressants, qui vous prémunissent contre le risque de baisse. Moi, j'ai fait une évaluation sur le CAC 40. Je ne crois pas du tout que le CAC va rester à ces niveaux-là. Pour moi, il est surévalué d'une dizaine de pourcents. Après, c'est mes projections à moi. Mais voilà. Mais on change un peu de sujet, mais j'avais quoi d'autre? Non, des locales, c'est bon. Les risques de crise. Et le rôle de... L'extrême droite, la BCE. Ah oui, l'extrême... ouais. Ah non, la BCE, non, ça c'est un... vous savez que ça c'est un point important, on peut terminer par ça. L'écart entre la Fed a un double objectif. La Fed, c'est travailler sur l'emploi et l'inflation. La BCE, ce n'est que l'inflation. Et là, je pense qu'effectivement, moi je suis d'accord, il faudrait redonner à la BCE un objectif aussi d'emploi et aussi de croissance. Et quelque part, de toute façon, quand vous travaillez sur emploi, inflation, vous avez aussi la croissance. Et les États-Unis travaillent sur la croissance. Quand Powell parle, il parle de croissance, etc. La BCE n'a pas cette vocation-là. Je pense que c'est un problème. Et effectivement, moi je serais assez d'accord de modifier les compétences de la BCE pour aller, pour travailler sur la croissance, l'emploi et les taux d'intérêt. Bon, sur l'extrême droite, bon, c'était une question piège. Non. Si. Non, mais je ne sais pas quoi répondre. On voit les... Non, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'un pays comme la Suède, qui était quand même le grand modèle,
honnêtement. Enfin, quand on était petit, on apprenait tous. Et il a basculé. Alors que nous, on bascule dans 2 ans, c'est à nous de nous battre collectivement pour démonter les arguments de l'extrême droite qui sont quand même des faux arguments, on le sait bien. Enfin, c'est sur la relation de cause à effet, c'est ça que j'interrogeais, la relation de cause à effet. Non, mais, corrélation ou causalité? Je ne suis pas sûr qu'elle existe. Mais, il y avait une dernière question là-haut. Oui, merci. Moi, je pense que Gérard pose la bonne question, en fait. Parce que la dette, au cours de l'histoire, elle a toujours eu un effet anxiogène et déstabilisateur. Alors, il y a à la tribune un agrégé d'histoire et un économiste patenté. Moi, je me permettrais de citer Voltaire. Et Voltaire disait, c'est pas l'impôt qui affaiblit les nations, c'est la façon dont on le prélève et c'est la manière dont on le dépense. Et à l'époque, Voltaire, à une époque où la royauté avait une dette colossale, Voltaire s'élevait contre le renoncement de Louis XV au XXe, qui visait à prélever de l'impôt sur les nobles, et il visait aussi la guerre de 7 ans qui avait été extrêmement coûteuse. Et moi, je suis, monsieur Veil, un peu étonné par votre raisonnement. Autant je partage mais du fond du cœur, vos 2 préoccupations, qui est une préoccupation de justice fiscale, qui effectivement doit permettre d'avoir une politique publique beaucoup plus ambitieuse, autant je partage votre souhait, alors vous parlez de réindustrialisation, mais on va dire de financement pour l'avenir, et là, pour nos enfants, un peu différent de ce qu'on a vécu d'ailleurs dans le cadre d'une croissance qui devient une croissance durable. Je suis étonné que ces 2 préoccupations débouchent sur un plaidoyer pour la dette. Moi, je serais plutôt pour un plaidoyer à la fois d'une justice fiscale et à la fois pour un plaidoyer de politique publique, parce que vous parliez tout à l'heure, M. Veil, que la dette profiterait à nos enfants. Oui et non, parce qu'une partie de la dette sert aujourd'hui aux dépenses courantes. Et ce qu'on dépense pour les dépenses courantes, ça nous profite à nous, en particulier à nos générations, mais ça ne va pas profiter à nos enfants. Donc, moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un Voltaire qui nous rappelle qu'on doit marcher sur nos 2 jambes. C'est-à-dire qu'on doit avoir des recettes justes, élevées, et qu'on doit avoir des politiques publiques qui regardent l'avenir. Voilà. Et c'est pour ça que je partage vos préoccupations politiques. Je partage moins votre analyse, qui est une analyse financière. Mais en tout cas, j'ai été passionné par ce que vous nous avez exposé. Merci. Merci. Juste en réponse, je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais moi, je pense que j'ai une certaine forme de cohérence. Si vous êtes d'accord avec, et je crois que encore une fois, moi j'analyse des données, si on dit que le problème vient quand même en grande partie des problèmes de recettes. Après, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher au niveau des dépenses, mais je n'ai pas voulu faire ce travail-là, d'abord parce que j'en suis incapable, et que ça reste, pour moi, c'est les corps intermédiaires, et ça doit se travailler en parfaite, ensemble. Mais, donc, moi, je constate un certain nombre de choses. Sur les entreprises, je vous ai dit, je ne comprends pas que vous aviez 5 000 milliards, vous en avez 9 000 milliards. Arrêtons de dire que les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait de cet argent? Eh bien, on sait où est ça. Et ça, vous ne l'entendez jamais parler. Eh bien, je veux dire qu'on les taxe un peu, elles ne vont pas mourir. Enfin, je veux dire, il n'y a que Bernard Arnault qui vient pleurer là-dessus, mais il ne me fait pas pleurer. Et puis, s'il veut partir, eh bien, à la limite, qu'il parte. Mais il sait qu'il ne peut pas partir, parce que le luxe, il est français. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller où? Il ne va pas aller aux États-Unis. Bon. Donc, de toute façon, c'est pipeau. Après, lui, il peut partir à titre personnel. Bon, j'ai un vieux débat avec lui parce que j'avais fait une étude négative un jour sur LVMH et
il m'a pourri la vie pendant un bon moment, donc non, mais je vous plaisante pas. J'ai même eu un appel une fois à l'intérieur de quelqu'un à l'intérieur des LVMH qui m'a dit faites quand même attention à votre vie. Donc ça fait un peu flipper, quoi. Donc voilà. Mais c'est pour ça que mes conclusions, puisque c'est moi j'essaie, je veux dire, vous pouvez pas non plus. Je vois pas où est l'autre solution. C'est quoi? C'est de réduire. Si vous voulez réduire le déficit, il faut. Moi, je pense qu'on ne peut pas rester avec un déficit aussi élevé. Mais je pense qu'on a fait trop de cadeaux aux entreprises sans contrepartie. Et donc, il faut qu'il y ait une analyse, en tout cas, de ça et qu'on augmente progressivement et que les entreprises ont les moyens. La preuve, les 9 000 milliards, c'est pas moi qui les invente. Et voilà. Donc, c'était le sens. D'essayer d'aller vite parce que vous avez une préoccupation politique, vous allez avoir des élections, que si on veut éviter que l'extrême droite gagne, il faut faire des choses. Et c'est pas Macron qui va les faire. Merci beaucoup. Merci pour ces dernières questions et merci beaucoup à Jean-Noël Veil qui s'est beaucoup donné aujourd'hui et finalement nous a plutôt convaincus. Je voulais vous inviter évidemment à continuer à discuter avec l'apéritif qui suit le débat et vous annoncer un prochain débat qui aura lieu le 10 décembre qui portera sur les cahiers citoyens rédigés par les Gilets jaunes ou en tout cas les gens qui ont été sensibles à ce mouvement à la suite du grand débat organisé par Macron. On aura une linguiste et une personne qui s'occupe d'un tiers-lieu qui a participé en particulier à la mise en forme des cahiers de doléances pour pouvoir les traiter d'un point de vue linguistique. Voilà. Sinon, nous avons toujours un trésorier qui est disponible pour des adhésions et puis un chapeau. Et bien sûr, les livres qui peuvent être même dédicacés, ce qui leur donne une plus-value indéniable. Ces livres sont disponibles pour tous ceux qui voudront les acheter. Merci beaucoup pour votre participation.